a été promulgué par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, nous organisons dans le cadre de notre émission Code de changement une émission spéciale pour pouvoir en tout cas en parler. Et c'est avec un jeune politicien, un jeune cadre congolais. Il s'agit de Popol Djamani. Il est tout jeune, mais il est aussi acteur politique et surtout président d'un parti politique, Alliance des valeurs républicaines, AVER. Donc c'est avec lui que nous allons en tout cas aborder cette problématique, cette thématique de la constitution de la RDC 16 ans après. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui doit être changé pour que cette constitution soit en tout cas conforme aux nouvelles réalités de notre pays. Popol Djamani, bienvenue en tout cas sur ce plateau de l'École du changement. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes président de l'Alliance des valeurs républicaines. Dans un premier temps, nous allons quand même nous intéresser à votre parti politique. Il a été créé quand et quelles sont ces valeurs républicaines que promeut votre parti politique AVER? Merci. Notre parti politique Alliance des valeurs républicaines a été mis en œuvre depuis 2018. Depuis 2018, il faut que je rappelle ici qu'en 2011, j'ai été candidat député national pour le compte du Parti travailliste. Et après ça, nous avons bien voulu regrouper d'autres énergies, d'autres révolutionnaires, d'autres mentalités. Et nous sommes réunis au sein de notre parti politique que nous avons dénommé Alliance des valeurs républicaines. Voilà. Quelles sont ces valeurs-là que votre quelles sont les valeurs? Bon, vous savez, d'abord, avant de parler des valeurs républicaines, nous allons parler de principes pour lesquels nous sommes mis d'accord ensemble pour pouvoir créer ces partis-là. Créer ces partis. Nous avons d'abord la refondation. Nous avons l'authenticité, nous avons l'intégration et le développement. Pourquoi nous avons pensé parler de la refondation? Parce que après avoir lu l'histoire politique de notre pays, après avoir côtoyé les acteurs politiques congolais, il était important pour nous de pouvoir dire qu'il faille refonder le système politique congolais et tout au plus refonder l'homme congolais. Et donc nous sommes partis sur ce principe qui va mettre en place certaines valeurs, notamment l'attachement à notre pays, l'amour du pays, l'amour des institutions, les respects des droits humains, les respects des us et coutumes traditionnels pour lesquels la RDC avait connu avant son indépendance, après son indépendance. Et donc, ce sont toutes ces valeurs-là, toutes ces questions d'intérêt général qui ont permis à ce que notre parti politique puisse penser que la refondation était l'un des piliers pour pouvoir faire démarrer la République démocratique du Congo. Oui, je m'intéresse à cette refondation du système politique et surtout de l'homme congolais. On se rend compte que plus de 60 ans après l'indépendance, on a comme l'impression que l'homme congolais a beaucoup plus décliné en termes de valeurs, quoi, et que nous sommes beaucoup plus caractérisés par les antivaleurs. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, c'est l'incivisme routier, c'est l'incivisme fiscal, c'est la délinquance partout. Et quand quelqu'un accède aux affaires aujourd'hui, la première chose à faire, c'est quoi? C'est servir au détriment de l'intérêt général, tout ça. Je ne sais pas, bon, il ne suffit pas seulement d'annoncer cette refondation, mais qu'est-ce qui doit être fait pour que le président actuel ne puisse pas regretter comme son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, qui disait qu'il n'a pas pu en tout cas changer l'homme congolais? C'est parce que, voilà, parce que nous avons parlé de la refondation, nous disons qu'il faille refonder l'homme congolais et les systèmes politiques. Et donc, il faille instaurer l'autorité de l'État. Et nous pensons ici que par l'instauration de l'autorité de l'État, nous voulons des services d'appui, comme les parquets, comme la police, comme des services qui peuvent accompagner l'instruction formelle du gouvernement ou des autorités administratives qui puissent réellement porter le changement au niveau de notre population. Mais aussi, c'est ce côté éducationnel, parce que il faut dire ici que 60 ans après, le Congolais, dans son entièreté, a quand même régressé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu manque d'autorité parentale, il y a eu manque du pouvoir politique de l'État. Et donc, au regard de ces fléaux-là, nous pensons que AVER pourrait, une fois d'affaires, essayer un peu je prends un tout petit exemple cette image qui illustre très bien notre, en tout cas, descente aux enfers sur le plan des valeurs, surtout sur le plan comportemental. Vous prenez l'insalubrité publique, par exemple. Vous circulez partout. Kinshasa est très sale, le Congo est très sale. Et à un certain moment,
quand nous autres, là, on est jeunes, quand quelqu'un balaye chez soi, il ne jette pas les immondices dans la rue. C'est dans des poubelles et puis on jette. Mais aujourd'hui, quand vous circulez, les routes ont été transformées en poubelles, aussi au vu de l'autorité. Et les Congolais vivent dans la saleté. Mais comment vous expliquez ces phénomènes? Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que nous avons d'abord constaté que c'est le manque d'autorité parentale, mais ensuite aussi, c'est le manque d'encadrement de l'État. Et donc, parce que l'État étant en arrière et n'étant pas en premier plan par rapport aux assignations qui lui sont données de par la Constitution, nous pensons qu'une fois que nous trouverons, une fois que ceux qui ont la charge de la gestion de la République démocratique du Congo pendant cette période où c'est le président Fachi Tshisekedi qui gère, ils trouvent des personnes compétentes et avec lui, placer les hommes qu'il faut, nous pensons que l'autorité de l'État va s'instaurer petit à petit, mais aussi ses côtés éducationnels parental, parce que le Congo avec son culture, parce qu'aujourd'hui nous avons épousé un peu plus de cultures étrangères que nous avons gardé la nôtre. Raison pour laquelle nous disons que après notre refondation, nous avons l'authenticité. Parce qu'il faille que les Congolais puissent s'approprier de ces valeurs. Vous faites allusion à l'authenticité prônée par le maréchal Mobutu? Bon, c'est une authenticité parce que nous disons que notre parti politique AVER tire sa substance aux 4 piliers. La refondation, l'authenticité, l'intégration et le développement. Et donc, lorsque nous parlons de la refondation, nous pensons qu'il ne va pas se limiter là. Il y a aussi ces côtés authentiques parce que nous voulons que le Congolais s'approprie de ses propres cultures. Avant que l'étranger ne vienne nous donner une nouvelle civilisation, un nouveau mode de vie, à l'époque, il y avait un mode de vie que nos ancêtres étaient en train de vivre. Et qui s'est décliné en quel terme? C'est ce mode de vie avant l'arrivée de Blanc et que vous souhaitez en tout cas promouvoir au niveau de la le respect de mort, le respect de l'autorité parentale. Il y avait plusieurs choses. Il y avait un côté positif. Et vous parlez de respect des morts, il y a un phénomène terrible que nous constatons ces derniers temps. C'est-à-dire, quand il y a par exemple un accident, il y a même des morts qui sont, des survivants qui sont même achevés. Au lieu de secourir par exemple les victimes de l'accident, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe à piller par exemple la cargaison, leurs marchandises. C'est parce que la conscience collective congolaise est à traverser. Même l'homme blanc qui nous a amené sa civilisation, en tout cas ne se comporte pas de cette façon-là. Non, c'est parce que la crise, c'est pourquoi nous disons tout à l'heure qu'il y a plusieurs fléaux qui entrent dans la vie sociétale de notre pays et que nous pensons qu'il y a des systèmes, il y a des piliers, il y a un plan d'action, qu'il faille commencer par la refondation, l'authenticité, et vous verrez que dans les jours à venir, avec des hommes capables, nous allons redresser quand même la civilisation. Ok, merci beaucoup, Popol Djamani. Je rappelle que vous êtes président national du parti politique Alliance des Vertus Républicaines. Alliance des Valeurs Républicaines. Voilà, Alliance des Valeurs Républicaines, je m'excuse. Avec vous, nous sommes en train, en tout cas, de conduire cette école du changement. Et nous nous rendons compte que vous avez en tout cas beaucoup d'idées pour faire changer les choses dans ces pays. Merci. Je crois qu'on cherchera sûrement une autre occasion pour que nous puissions creuser davantage toutes les valeurs que défendent votre parti politique. Mais aujourd'hui, là, nous sommes venus parler de la Constitution. 16 ans après, Popol Djamani, si on vous disait en tout cas de dresser un bilan de la mise en œuvre de cette Constitution, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné selon vous? D'abord, il faut rappeler que notre Constitution est l'œuvre de belligérants. Des personnes qui ont voulu le tout pour le tout gérer la République démocratique du Congo. Et ils sont passés sur un principe qu'il faille, sur la politique haute loi que j'y m'y mette. Et donc, cette Constitution qui a fait bon nombre de chemins, quand bien même elle a déjà été révisée en 2011, nous a donné quand même un présage de stabilité politique. Parce que je parle de stabilité politique, je vois ici que nous avons eu 3 cycles électoraux à 2 niveaux, bien même 3, qui ont été organisés. Et même si les élections locales, qui étaient une primeur, et que nous pensons que dans les prochaines élections à venir, nous aurons à voir des bourgmestres et des chefs de rue qui seront votés comme le veut la Constitution, nous serons dans le bon. Mais il faut aussi rappeler ici que notre Constitution, comme œuvre humaine, n'est pas parfaite parce qu'il y a beaucoup à dire, raison pour laquelle même nous, AVER, nous avons lancé un projet sur la révision constitutionnelle de certains articles. Oui, vous avez lancé ces projets-là. Bon, avant que nous puissions parler de votre projet, il y aura même tout le monde qui est en train de réclamer, par exemple, qu'on puisse revenir aux 2 tours pour l'élection présidentielle
Et le président de la CENI, dernièrement, quand il présentait sa feuille de route, estime que si nous allons vers, en tout cas, cette option-là, nous risquons de retarder les élections. Ce n'est pas votre point de vue par rapport à ces débats-là sur les retours. Bon, je ne pense pas que les élections à deux tours peuvent retarder le processus électoral qui va être déclenché très incessamment. Mais ça va coûter beaucoup plus cher. Nous avons eu un budget en 2006 dans lequel nous avons pu organiser les deux tours. Et donc, avec aujourd'hui la patrouille financière que nous réserve le patron de notre l'IGF, et donc nous pensons que les deniers publics de l'État sont quand même assez garantis. Ici, le retour à deux tours, oui, ça cristallise plus de légitimité, ça cristallise plus une compétition égale, nous sommes d'accord sur ça, mais il faille que les acteurs politiques se mettent d'abord d'accord sur ces questions-là pour pouvoir voir comment faire. Raison pour laquelle nous disons qu'il n'appartient pas à 612 représentants du peuple de pouvoir réviser la Constitution comme bon leur semble, même si par rapport à certaines dispositions constitutionnelles, c'est eux qui devraient avoir le monopole pour pouvoir réviser la Constitution. Vous voulez quoi, un référendum? Il faut qu'il y ait un référendum. Mais la loi référendaire n'a pas encore été votée, malheureusement. C'est pourquoi nous disons que les représentants du peuple qui ont été élus en 2006, en 2011, en 2018, je pense que le premier travail qui devait être fait, c'était de mettre une loi référendaire. Laquelle de loi permettrait aux Congolais, dans son entièreté, de pouvoir participer à la démocratie naissante de notre pays. Parce que si vous remarquez, il y a certaines questions d'intérêt général. Par exemple, la question de la double nationalité. Vous suivez ici un débat sur la suppression des institutions électives, politiques électives, parce qu'on pense qu'elles sont budgétivores. Mais ces questions-là, ce sont des questions d'intérêt général qu'il faille que le peuple en décide. Parce que si nous supprimons le Sénat, nous supprimons les assemblées provinciales, la grande question peut se poser, où iraient les sénateurs à vie? Et donc, ça aussi, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une loi référendaire qui permette aux Congolais de pouvoir choisir telle ou telle loi pour pouvoir sécuriser son lendemain et ne pas laisser ça, comme le veut la Constitution, à 600 quelque chose de personnes qui sont représentants du peuple parce qu'ils ont été élus. Oui, au départ, là, quand on prenait la parole, vous aviez dit que cette constitution était en tout cas l'œuvre des belligérants. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression aussi que ces belligérants-là ont confectionné cette constitution-là pour créer un certain nombre de postes, pour trouver du travail à leurs partisans? Parce qu'on se rend compte que 16 ans après, il y a des institutions prévues qui n'ont toujours pas été installées, faute de moyens de fonctionnement. Aujourd'hui, vous savez par exemple que les institutions provinciales n'ont même pas de moyens de fonctionnement. Les députés provinciaux accumulent, je crois, si c'est 9 ou 10 mois d'arriérés d'émoluments. Donc ça démontre que nous avons une constitution qui a mis en place beaucoup d'institutions et augmenté le nombre de fonctionnaires de l'État, augmenté la charge de l'État, ce qui fait que le budget de l'État aujourd'hui sert beaucoup plus à prendre en charge les institutions de l'État. Est-ce qu'il ne faille pas, dans la révision qui est envisagée, par exemple, de pouvoir revenir, par exemple, à une Cour suprême de justice unique, supprimer tous ces embranchements, par exemple, supprimer les conseils économiques et sociaux, qui ne nous servent absolument à rien du tout, et d'autres structures budgétivores qui sont prévues dans cette constitution-là de raison pour laquelle j'ai dit qu'il était important que les représentants du peuple présentent une loi référendaire. Nous avons été appelés à voter notre constitution en 2005 sans que 90% des Congolais ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Et nous sommes partis sur un principe qu'il faille que le Congo puisse être géré, que le Congo puisse avoir ses institutions et qu'au fil et à mesure... Nous étions devant un fait accompli. Mais les belligérants, la classe 1+4 a mis les Congolais devant un fait accompli. Devant un fait accompli. Ceux qui ont refusé le débat constitutionnel de cette constitution se retrouvent aujourd'hui au pouvoir. Et ceux qui ont milité pour que cette constitution soit applicable, lorsqu'ils étaient au pouvoir, n'ont pas respecté la constitution. Et donc vous comprenez que chacun essaie de tirer la constitution vers son drap pour dire que tiens, je suis marginalisé, je suis éjecté. Et donc ces débats-là, il aurait fallu qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour expliquer aux Congolais lambda chaque article pour que le Congolais, même au niveau des écoles... Traduire la Constitution même dans toutes les langues nationales. Même dans toutes les langues. Parce qu'il ne suffit pas de traduire la Constitution dans toutes les langues. Il faut qu'il y ait des cultures
il y ait des cours, qu'on apprenne aux Congolais quelles sont les dispositions intangibles, quelles sont les dispositions qui sont sacrées, quelles sont les dispositions pour lesquelles vous pouvez vous en servir pour lutter contre une injustice. Et donc, on n'a pas eu le temps suffisamment pour faire ça, raison pour laquelle, aujourd'hui, notre Constitution souffre dans sa chair, dans son corps et dans son âme. Bon, maintenant, on en arrive à vos propositions au niveau de l'AVER, Alliance de valeurs républicaines. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez que ça puisse être changé dans cette Constitution? Merci. Nous, au niveau de l'AVER, nous avons estimé qu'il était possible qu'on puisse réviser 4 articles, du moins, d'abord, c'est-à-dire articles 70, 73, 75 et 76. Parce que nous avons constaté que, comme vous le savez, que la révision de 2011 n'avait pas tellement apporté une solution assez appropriée. Par exemple, lorsque vous lisez la Constitution, vous remarquez que notre Constitution, l'actuelle Constitution que nous avons, donne 2 possibilités pour organiser les élections du scrutin président de la République. 73, 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État en exercice, et 76, lorsque c'est le président du Sénat qui fait l'intérim du président de la République. Mais lorsque celui qui vient compétir au niveau des élections présidentielles, qui est élu, déclaré par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, décède avant sa prestation de serment. Comment est-ce que nous organisons les nouvelles élections? Ni la loi électorale n'en parle, ni la Constitution n'en parle, et donc nous sommes là vers un vide juridique. Et nous avons lu certaines constitutions du monde, par exemple l'article 7 de la Constitution française, nous avons constaté qu'il était important qu'on puisse intégrer une nouvelle disposition qui permettrait que si le candidat déclaré vainqueur décédé avant sa prestation de serment, que la CENI saisisse la Cour constitutionnelle qui, cette dernière, pourrait autoriser que les élections, qu'on puisse convoquer les nouvelles élections en dehors de 90 jours. Donc, et le sort du candidat malheureux qui est resté vivant? Non, je parlais d'abord du candidat qui est déclaré vainqueur. Maintenant, nous sommes dans une deuxième hypothèse, et vous l'avez dit ça tout à l'heure, je vais un peu vous faire rire. Lorsque le président de la République va compétir avec une tierce personne qui veut briguer le poste de président de la République, qui le refuse mais qui décède. L'article 70 alinéa 2 dit que le président sortant reste en fonction jusqu'à l'installation. Mais il faut rappeler ici qu'il a échoué. Est-ce que les nouvelles élections qui seront convoquées, doit-il aussi compétir? Et donc là, la Constitution est muette. Voilà. Parce qu'il faut voir que celui qui vient d'échouer, qui est président de la République, et que celui qui a reçu décède, est-ce que le président de la République qui a échoué à l'élection qui venait de se passer doit encore compétir? Donc, ce sont toutes ces questions que nous, AVER, nous avons apportées. Nous avons constaté aussi qu'en 2005, en fait, la Constitution de la transition avait permis à ce que nous puissions proroger lorsque les moyens ne sont pas accordés à la CENI à temps. Et nous remarquons qu'avec l'actuelle Constitution, dans son article 76, on donne ce pouvoir au président du Sénat. Vous remarquez qu'on dit, à défaut de n'avoir pas organisé les élections 90 jours, on peut lui rajouter 120 jours. Et donc, le constituant originaire a permis à ce que le président du Sénat puisse avoir une prorogation des délais pour l'organisation des élections, mais on n'a pas consacré au niveau du président de la République. Et donc nous pensons qu'il est possible de pouvoir intégrer une disposition qui permettrait que, lorsque la CENI n'a pas des moyens avant, qu'elle puisse saisir la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse lui octroyer un délai supplémentaire, une prorogation. Est-ce que le problème de fond, c'est que celui qui est au pouvoir, par exemple, s'arrange pour créer une impossibilité artificielle d'organiser les élections? Donc, volontairement, on crée une situation pour que ces élections ne se déroulent pas. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, nous sommes en politique. Est-ce qu'il ne faille pas, par exemple, faire comme le Madagascar? Faire quoi? Qui fait, par exemple, qui prévoit dans sa constitution que, par exemple, un temps avant les élections, par exemple 3 mois avant les élections, le président qui est aux affaires dépose, et c'est le président du Sénat qui assure pratiquement les affaires courantes. Mais ça ne marchera pas avec notre Constitution. Pourquoi? Parce que notre Constitution, quand vous lisez l'article 70 alinéa 2, dispose que le président en exercice reste en fonction. Mais on peut toujours modifier la Constitution dans parce que nous sommes d'abord en Afrique et nous avons un pouvoir
le chef de l'État a un pouvoir royal, un pouvoir sacerdotal qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout un chacun. Même aux États-Unis, lorsque le président de la République va compétir, il va en tant que président de la République. Il est candidat, mais il a ce pouvoir-là. Mais là-bas aussi, quand même, il faut un effort pour que les moyens de l'État et les oui, personnes de l'État ne soient pas utilisés. Nous sommes un pays post-conflit. Parce que lorsque vous lisez, je disais tout à l'heure, lorsque vous lisez l'article 70 alinéa 2, on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective avec son successeur. Okay? Et donc, cette disposition est comprise avec l'article 74, qui accorde 10 jours. Le délai pour lequel le président de la République, lorsque nous sommes dans un cas normal, c'est 10 jours, qu'il reste en fonction. Mais lorsque nous sommes dans un cas anormal, tel que nous avons vu en 2006, lorsqu'il n'y avait pas d'argent pour la Constitution ne prévoit pas la Constitution nous a laissé dans un vide juridique, et même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, okay, qui a été rendu par... Pour faire en sorte que Joseph Kabila, par exemple, reste au pouvoir pendant... Parlons de cette période pour faire en sorte que le président de la République reste en fonction jusqu'au delà. Et donc, nous avons constaté que cette période-là ne répond pas aux valeurs pour lesquelles Aver veut défendre. C'est ainsi que nous sommes dit que si cette période devra être définie dans la nouvelle Constitution, comment la définir? Cela veut dire que la CENI va saisir la Cour constitutionnelle, qu'il va solliciter une prorogation pour l'organisation des élections. Le délai que la Cour constitutionnelle va accorder à la CENI, c'est les délais pour lesquels le président de la République en fonction restera. Et donc, si ces délais échouent et qu'il n'y a plus, qu'il n'arrive pas toujours à mettre les moyens pour convoquer les élections, quand bien même, parce que sur base de l'article 69, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, s'il n'arrive pas toujours, même par cette période de prorogation, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle constate... Mais pourquoi ne pas aussi, Paul Djamani, criminaliser la non-tenue d'élection dans les délais constitutionnels? Il faut rappeler ici que la CENI est une commission d'appui. Ça veut dire que ça a été mis en place parce qu'on estimait, à l'époque, les belligérants estimaient que placer l'organisation des élections à charge du ministère de l'Intérieur, comme c'est fait dans certains pays développés, ferait hautement trahir la confiance ou bien hautement créer des crises inutiles. Raison pour laquelle on a créé une institution d'appui à la démocratie et donc on l'a rendue très indépendante. Bon, même dans sa forme de composition, vous remarquez quand même qu'il y a toujours une influence politique quelque part. Oui, Papa Djamani, dans vos propositions aussi, le projet de l'AVER, vous évoquez aussi le cas du sénateur à vie. Dites-nous oui. Qu'est-ce qui pose problème pour ce sénateur à vie? Le sénateur à vie peut postuler au niveau de la chambre législative dont il est membre. Et donc, il peut se retrouver ici, président du Sénat. Et donc, si le président de la chambre législative dont il est membre, et que le président en exercice s'est retrouvé empêché définitivement, nous allons revenir à retrouver le président, c'est-à-dire le sénateur à vie, président du Sénat, jouerait l'intérim du président de la République en exercice empêché. Et donc, pour éviter que nous revenons encore sur les problèmes d'hier, on s'est dit qu'il fallait cristalliser notre alternance en interdisant aux sénateurs à vie de postuler comme candidat au niveau de la chambre législative dont il est membre, qui ne sont même pas rapporteurs. Okay? Et mieux encore, on s'est dit qu'il faut l'interdire de renoncer à son titre symbolique. À son titre symbolique. Mieux encore, lorsqu'il pourrait se retrouver doyen d'âge. Il ne peut même pas être président du bureau d'âge. Non. C'est-à-dire que s'il est doyen, on préfère prendre celui qui vient après lui directement pour éviter à ce qu'il puisse se reposer. Non, lui, il est sénateur non actif. C'est un sénateur non actif. Il est sénateur non actif, c'est raison pour il y a aussi ces débats-là, par exemple, toujours concernant les sénateurs à vie. Il y en a qui estiment que, bon, par exemple, ayant fait ces 2 mandats, il est sénateur à vie et il peut aussi se représenter à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi quel est le point de vue de l'AVER à ce sujet? Voilà pourquoi nous avons dit dans notre révision constitutionnelle que toutes les possibilités lui accordées par le juriste congolais ne pourra pas passer. Toutes les possibilités que le juriste congolais
ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont proches d'un sénateur à vie, voudront vouloir créer une jurisprudence, ça ne passera pas. Raison pour laquelle, au niveau de ces débats-là, au niveau de la révision constitutionnelle, nous nous sommes permis de mettre des interdits pour les sénateurs à vie. Bon, comme la loi est impersonnelle, Popol Djamani, prenons par exemple le cas d'un président qui n'a fait qu'un seul mandat, comme le président français, par exemple François Hollande, ou comme d'autres aussi. Donc, il n'a pas pu en tout cas se faire réélire. Il devient sénateur à vie, par exemple. Donc, il n'a plus le droit de se représenter, lui qui n'a pas fait 2 mandats. Oui, il n'a plus le droit. Mais raison pour laquelle je vous donnais le cas ici tout à l'heure, quand je disais que le président de la République, qui va compétir avec une tierce personne, et qu'il échoue, que la tierce personne a gagné mais qu'il décède, ok? Donc, le président d'exercice qui a compéti, parce que la fin de son mandat a été constatée par l'arrêt qui va être rendu par la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y aura l'arrêt pour dire que telle personne a compéti avec telle personne, il a échoué, automatiquement, il devient ancien président de la République, élu, puisqu'il y a déjà une décision de justice qui constate qu'il a perdu les élections. Donc à ce moment-là, il devient sénateur à vie, même s'il a fait un seul mandat. Oui, Popol Djamani, une autre préoccupation concerne par exemple la révision de 2011. On a pratiquement mis le parquet sous tutelle du gouvernement à travers le ministère de la Justice. Oui, parce que pourtant, on a dit que toutes les dispositions, par exemple, qui consacrent les dépendants de la justice ne devraient pas être touchées. Est-ce qu'il n'y avait pas eu entorse à la Constitution? Non, non, non. À travers cette révision? En 2006, il y avait entorse sur le principe de l'indépendance de la justice. L'indépendance des juges. Parce qu'ils sont d'abord magistrats tous. Et donc, on a voulu dire que pour éviter qu'il y ait émiction entre, parce qu'on consacre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qu'il n'y ait pas émission, okay, il fallait séparer, il fallait retirer les magistrats du parquet dans la chaîne d'indépendance parce qu'ils appartenaient au niveau mais ils appartiennent au Conseil supérieur de la magistrature? Non, non, ils appartiennent au pouvoir exécutif. Parce que c'est le bras séculier du pouvoir exécutif. Les juges sont indépendants et de cette indépendance, ils peuvent rendre des décisions qui dérangent le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème? L'exécutif aussi peut de temps en temps aussi donner des injonctions ça sur arrive, le parquet pour régler des comptes à ceux qui, par exemple, empêchent le gouvernement de dormir. Oui, ça c'est au niveau du parquet. Ça c'est au niveau du parquet. Ça c'est au niveau du pouvoir exécutif parce que le parquet, la police, c'est le bras séculier du pouvoir exécutif. Mais lorsque cette personne qui dérange le gouvernement, qui est placée par rapport au parquet, il devra être déféré devant son juge naturel et c'est à ce moment-là que nous constatons l'indépendance des juges qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'est noté, Popol Djamani. Il ne nous reste pas en tout cas plus beaucoup de temps, moins de 5 minutes. Je rappelle que nous sommes en pleine session des corps du changement avec Popol Djamani, président de l'AVER, et nous évoquons 16 ans de la Constitution du 18 février 2006. Pour finir, il y a aussi une préoccupation, toujours au sujet du fonctionnement, par exemple, des provinces. Bon, on se rend compte, par exemple, qu'il y a les pouvoirs centraux qui s'y mixent trop dans le fonctionnement des provinces, par exemple. Un ministre de l'Intérieur qui se permet, par exemple, de suspendre le fonctionnement du Parlement et pouvoir, et pourtant, c'est un pouvoir tout à fait autre. Quel est votre point de vue par rapport à voilà pourquoi cette confusion-là que nous vivons? Voilà pourquoi je disais que la révision constitutionnelle devrait permettre à tout un chacun de pouvoir lire la Constitution avant de pouvoir s'engager sur une quelconque révision. Les pouvoirs provinciaux, représentent le pouvoir central. Et donc, il faut lui placer une autorité. C'est au niveau de l'exécutif, je crois. Oui, c'est au niveau de l'exécutif. Et donc, pas les législatifs. Parce que vous remarquez qu'en 2006, on avait omis que le président de la République avait le pouvoir de suspendre un gouverneur et de le réhabiliter. On avait simplement laissé le président de la République devait nommer. Raison pour laquelle, lorsqu'on a révisé la Constitution de 2011, on a remis le président de la République sur toutes ses formes, donc dans son pouvoir très formel, raison pour laquelle il est même passé commandant chef de l'armée, commandant des magistrats et tout ça. Donc l'affaire du ministère de l'Intérieur avec l'affaire des assemblées provinciales, c'est légitime parce que lorsqu'il y a dysfonctionnement au sein d'une assemblée provinciale, c'est le ministère de l'Intérieur saisi par exemple par le Sénat. Pourquoi quand il y a dysfonctionnement au niveau du Parlement national, le ministère de l'Intérieur n'intervient pas? Il y a la bagarre, il y a... Parce que c'est un pouvoir législatif.
parce qu'il est pouvoir législatif. Mais les provinciales aussi, c'est le pouvoir législatif aussi. Oui, non, il faut comprendre les choses. L'Assemblée provinciale, quand bien même elle fait les édits sur certaines lois, ok, elle est placée sous l'autorité du pouvoir exécutif. Non. Ben oui. Parce que vous remarquerez qu'on peut bloquer l'Assemblée provinciale, nous l'avons vu avec le chef de l'État, lorsque une Assemblée provinciale cause des désordres. Lorsqu'une Assemblée provinciale, je prends le cas, ok, dans les quelques minutes qui nous arrivent, qui nous restent. Le cas du gouverneur Atou. Il y a une Assemblée provinciale du Congo central, il y a une Assemblée provinciale qui a fait un procès verbal de déchéance. Mais cette Assemblée provinciale qui a fait la déchéance pose un problème par l'acte, parce que le document est un faux. Et ce document a été attaqué devant le juge pénal qui l'a détruit. Mais le même document, l'Assemblée provinciale va saisir la Cour constitutionnelle pour, en interprétation sur les dispositions qu'elle a évoquées pour la déchéance du gouverneur. La Cour constitutionnelle, n'étant pas le juge pénal, avait confirmé. Ok, 30 secondes en tout cas, Popol Djamani, nous bouclons la boucle. 30 secondes, strict. Sur quelle question? Oui, un petit mot de conclusion. Bon, ici, merci d'abord de nous avoir invités en ce jour, parce que 16 ans de notre Constitution, on doit se remettre en cause pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais nous estimons que l'AVER, avec la révision constitutionnelle, permettra d'éviter certains conflits à la longue, si nous arrivons à nous mettre d'accord au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Popol Djamani, d'être passé à l'école du changement. Merci à l'équipe technique. Et nous rappelons que vous êtes président de l'AVER. En tout cas, on se retrouve prochainement avec vous. Et pour nos téléspectateurs, rendez-vous est pris pour un autre numéro de votre émission École du changement. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de votre chaîne Canal Congo Télévision et de la Radio Liberté Kinshasa. Bye et à la prochaine. Merci.